On commence donc avec une large page consacrée à la pandémie de Covid-19. Avec nous pour décrypter les mesures qui vont être annoncées par Emmanuel Macron, l'un des hommes qui a inventé le gel hydroalcoolique. Bonsoir Didier Pittet. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Vous êtes infectiologue, épidémiologiste aux hôpitaux universitaires de Genève. Peut-être d'abord une première question sur la forme. On imagine que vous avez un petit avis là-dessus. Il y a beaucoup de Français qui se disent pourquoi à chaque fois qu'il doit y avoir des nouvelles mesures annoncées de la sorte, comme ce soir, c'est 2-3 jours d'attente, comme si ce n'était pas déjà assez anxiogène. Alors écoutez, ça n'est jamais facile finalement de décider sur certaines mesures. Certaines mesures sont clairement basées sur l'évolution de l'épidémiologie ou de l'épidémie. Ouais. On doit tenir compte de toute une série de paramètres et comme vous l'avez bien compris, l'épidémie en question, elle est extrêmement localisée. C'est-à-dire qu'au fond, on a des poches de virus qui se développent à gauche et à droite. Pourquoi ? Parce que les gens vivent ensemble et au fond, c'est en fonction de ces connaissances-là qu'on doit porter des décisions sur des recommandations à faire. Donc chaque heure compte. Et chaque heure compte et puis surtout, il faut le reconnaître, il faut être très humble vis-à-vis de cette situation. On n'a jamais vu une telle situation dans le passé, donc il faut s'adapter et il faut le faire avec humilité, mais aussi avec précision et intelligence. Alors, prudence, mais selon plusieurs sources, on se dirige vers un couvre-feu dans plusieurs villes. On parle d'une dizaine. Ce serait de 21h à 6h du matin. Prudence donc, on attend 20h ce soir. On va en tout cas voir ce que vous pensez de cette mesure. Peut-elle être efficace? Mais d'abord, on va faire un petit point sur la situation avec Sophie Goldstein. Face à la deuxième vague, l'heure est grave et toutes les options sont sur la table, insiste l'exécutif en France. Une mobilisation générale qui est absolument nécessaire. De quoi, en théorie, préparer l'opinion à de nouvelles mesures strictes qui pourraient aller jusqu'au couvre-feu total dans les villes et les régions les plus frappées par le coronavirus. Un couvre-feu à partir de 20h, 21h, voilà qui ne ferait pas l'affaire des restaurateurs déjà fortement impactés par le confinement. Et comment justifier les exceptions s'il y en a, les théâtres par exemple ? Un tour de vie supplémentaire paraît acquis. Mais à partir de quand et pour combien de temps ? 15 jours au moins, préconisent les infectiologues, les yeux rivés sur les capacités d'accueil en soins intensifs. 1633 personnes sont actuellement hospitalisées en réanimation pour quelques 5000 lits disponibles au plan national. Des capacités qui n'ont pas été accrues, bien au contraire, elles étaient de 12 000 lits au printemps. Le confinement a épuisé les personnels. Il y a aujourd'hui pénurie de ressources humaines, notamment en infirmiers. Tout donc pour éviter un reconfinement, c'est l'objectif déclaré des autorités. Mais des reconfinements partiels ne sont pas à écarter. Aux Pays-Bas, la vitesse supérieure a déjà été passée. Aujourd'hui, nous introduisons des mesures nouvelles et sévères. Nous entrons en confinement partiel. L'Allemagne aussi y pense. À Berlin, c'est couvre-feu pour tous, sauf pharmacies et stations-service jusqu'au 31 octobre au moins. Rassemblement restreint. Là encore, il s'agit de limiter les soirées festives propices aux infections de masse. Et justement, Didier Pittet, ce couvre-feu, s'il est adopté en France, comme il est déjà ailleurs, 2 provinces notamment, on l'a vu en Belgique, est-ce que ça peut freiner la propagation de ce virus ? Alors, bien entendu, si on fait référence à ce que nous avons connu au mois de mars-avril, à partir du moment où on a fait un lockdown complet, si vous y réfléchissez, on était en couvre-feu. On ne l'a pas appelé comme ça, mais en vous disant restez à la maison, vous êtes resté à la maison, vous n'êtes pas allé au restaurant puisque les restaurants étaient fermés, vous n'êtes pas allé dans les bars, vous n'êtes pas allé évidemment dans les discothèques. Donc finalement, il y avait pro forma un couvre-feu, si on veut bien en discuter ainsi. Il y a eu certaines régions, comme en Italie, où en plus, effectivement, du lockdown, il y a eu la nécessité de faire un couvre-feu effectif parce que des gens ne respectaient pas les consignes. Le lockdown, c'est le confinement. Le confinement. Alors, si vous voulez, le confinement a évidemment marché, on le sait, ça marche, c'est ce qu'il faut faire quand on est dans une situation qu'on n'arrive pas à contrôler. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on parle de confinement localisé éventuel. Mais est-ce qu'il y a un lien entre vie nocturne et contamination ? Alors oui, il faut le dire. Il faut le dire, il y a un lien. Quand on prend les
restaurant, qu'on va manger au restaurant et qu'on est 6, 8 ou 10 à table, que les distances sont respectées et qu'on va en prenant prudence aux toilettes et qu'on revient, eh bien, quand on porte le masque, se frictionne les mains, on reste dans une configuration où la transmission, le risque de transmission est très très faible. Lorsque ce même restaurant devient un bar, c'est-à-dire qu'on se lève, qu'on est beaucoup plus cordialement rapproché, si je puis dire ainsi, eh bien là, le risque augmente peut-être de 10 ou 100 fois. Et puis quand ce bar devient une discothèque, à partir d'une heure du matin ou d'une heure et demie du matin, et qu'on est très très proche et qu'on s'embrasse par exemple, eh bien là, le risque est augmenté pour de 1000 fois. Pourtant, professeur, la journée, c'est plus les entreprises, les écoles, les universités qui sont vecteurs, les magasins, les hôpitaux bien entendu. Mais c'est quoi? On ne peut pas reconfiner encore la journée, c'est ça en fait? Alors, il n'est pas question de reconfiner les activités qui sont nécessaires à la vie. Il est simplement question d'essayer de comprendre comment réduire les interactions sociales lorsqu'elles sont finalement à risque de transmission. Alors, il faut bien le dire, une autre partie de la démarche consiste à probablement restreindre les interactions qu'on appelle sociales, si vous voulez, y compris dans les familles élargies, y compris dans les cercles d'amis. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, la plupart des transmissions se font au domicile et dans les festivités qui sont faites dans les cercles d'amis. Ça peut durer combien de temps, ça, professeur? On sait qu'il faut 2 à 3 semaines pour être efficace. On sait que malheureusement, ce qu'on apprend aujourd'hui des nouveaux cas et 3 semaines après des hospitalisations, eh bien, c'est ce qui s'est passé 3 semaines avant. Donc, au fond, le non-respect des consignes habituelles, tout simple, distance sociale, hygiène des mains, dans les 3 semaines qui a précédé, explique ce qu'on observe maintenant. Professeur, vous le savez, on va voir d'ailleurs avec vous si c'est le cas au CHU de Genève, aux hôpitaux universitaires de Genève, mais en France, en tout cas, vous le savez, il y a une saturation dans les hôpitaux, les personnels soignants sont épuisés, médecins, infirmières notamment. On va écouter Christophe Prudhomme, franchement, il n'est pas convaincu. Avant même ces annonces, Mevalo a pu joindre le médecin urgentiste de Seine-Saint-Denis. Dans la situation actuelle, un couvre-feu généralisé, Paris n'est pas la Guyane, l'efficacité du couvre-feu en Guyane est toute relative, on ne sait pas si c'est l'épidémie en elle-même qui a régressé spontanément ou si c'est le couvre-feu. Il est clair qu'il vaut mieux prendre des mesures moins coercitives que la population adopte de manière volontaire, plutôt que des mesures coercitives qui sont contestées avec une partie non négligeable de la population qui ne va pas les appliquer. Ce n'est pas la situation sanitaire qui est alarmante, c'est la situation des hôpitaux qui aujourd'hui sont dans l'incapacité de gérer à la fois le flux de patients habituel et un nombre de malades Covid qui est conséquent, mais qui n'a rien pour l'instant à voir avec ce qu'on a connu de manière très brutale au mois de février, mars, avril. Nous n'avons pas plus de lits de réanimation. Malheureusement, au mois de mai, tous les lits de réanimation qui avaient été ouverts ont été fermés. Et donc aujourd'hui, l'hôpital est dans une situation pire qu'au début de l'année 2020. Une partie du personnel a quitté l'hôpital. Les gens ont pris leur retraite alors qu'ils auraient pu continuer à travailler parce qu'ils étaient épuisés. Et ne voyant pas pointer une amélioration des conditions de travail, ils ont préféré prendre leur retraite. Et un certain nombre de soignants démissionnent de l'hôpital public et même certains d'entre eux envisagent de changer de métier. Professeur, on vient de l'entendre, ce n'est pas la crise sanitaire. Le plus gros problème, c'est la crise de l'hôpital en France. Oui, bien entendu. Mais les deux choses vont ensemble. C'est-à-dire qu'à partir du moment où une vague va arriver ou est en train d'arriver sur l'hôpital, bien évidemment, va souffrir et il va y avoir crise de l'hôpital. Si l'hôpital est déjà en crise, eh bien, plus on attend pour éviter cette vague, plus ça sera compliqué pour l'hôpital pour gérer la crise et plus il y aura des risques que les patients souffrent et soient maltraités ou insuffisamment traités ou maladroitement traité, ça peut bien entendu arriver. Ça n'est pas arrivé dans la première phase, tant mieux. Vous avez discuté avec Emmanuel Macron, le président français, ces jours-ci, pas plus tard qu'hier, il me semble. Écoutez, vous en avez parlé de ça? On lui a bien entendu, il est parfaitement informé. Nous lui avons même dit
que, évidemment, les hôpitaux français, et ça fait partie de notre rapport, avaient magnifiquement répondu à la crise, c'était magnifiquement adapté, tout en disant que, évidemment, c'était un moment unique de solidarité et qu'il n'était pas clair et pas sûr que ce puisse être répété une fois, deux fois ou trois fois, parce qu'effectivement, le personnel est certainement fatigué, le personnel a beaucoup donné, le personnel a démontré qu'il était capable de le faire, mais évidemment, c'était une situation exceptionnelle. Vous présidez cette mission, justement, qui a été commandée par le gouvernement français pour évaluer la manière dont il a géré la crise, mission indépendante, oui. Donc, puisque vous êtes suisse, vous n'êtes pas français. Le constat que vous faites quand vous dites radar à l'allumage, c'était valable il y a 7 mois, mais 7 mois ont passé. Il y a une vraie polémique en ce moment en France. Oui. Jean Castex, hier, disait on ne peut pas former des urgentistes en l'espace de 3 mois. D'abord, c'est pas 3 mois, c'est quand même 7 mois depuis le début du confinement, mi-mars. Ensuite, on peut tout de même réinjecter du personnel. On peut quand même... Qu'est-ce que vous en pensez? Alors écoutez, je crois qu'effectivement, on ne peut pas former des urgentistes du niveau premier au niveau avancé. Non, en 6 mois, ça prend des années. L'Italie a fait des choses. L'Italie a fait des choses. La France a certainement fait des choses dont on ne parle pas ou qu'on ignore aujourd'hui. Je crois que la situation des hôpitaux français, elle n'est de loin pas catastrophique, mais c'est vrai qu'on pourrait pousser ces hôpitaux dans une certaine mesure et dans certains endroits de France, puisque l'épidémie n'est pas partout en France la même, en laissant monter une vague qui serait incontrôlable. Ça, c'est certain. Par contre, il est vrai que certaines mesures ne vont pas sans d'autres mesures, puisque je dirais même que tout Français qui appliquera parfaitement les mesures barrières contribuera finalement à ralentir cette progression, voire même à la supprimer totalement. Puisque si on pouvait en tout temps et en toute heure pratiquer les mesures barrières simples, hygiène des mains, distance sociale, et puis le masque quand c'est nécessaire, quand on est trop proche les uns des autres, eh bien le virus ne pourrait plus être transmis d'une personne à une autre. Professeur Didier Pittet, on sait, on n'entend pas beaucoup les patients qui ont guéri de cette maladie qui peut être redoutable. Un homme politique français a passé 1 mois dans le coma. Il est aujourd'hui guéri. C'est Jean-Luc Redzer. Ça a été l'un des premiers responsables politiques. Écoutez, l'ovation à l'Assemblée nationale, c'était hier. Et il a tenu à dire quelques mots. Écoutez. Hommage aussi et surtout à tous les soignants qui ont sauvé tant de vies et qui méritent nos applaudissements. Malheureusement, tout le monde n'a pas eu la chance de battre ce sacré virus. Et pour tous ceux qui se battent aujourd'hui contre le virus, je n'ai qu'un message à leur donner. Ils vaincront ce virus et vive la vie! Bravo! Voilà, vive la vie. Un petit mot peut-être sur cette... Écoutez, je crois que c'est important de revenir en effet aux patients. Je crois que c'est très important. Au tout début de cette épidémie, beaucoup ont dit bon, ce sera un petit virus, ce sera une grippette. Ça n'est pas du tout une grippette. C'est certain que c'est une infection qui peut être très sévère, qu'elle a touché certes une tranche de population très âgée, mais qu'elle peut aussi toucher des tranches beaucoup moins âgées, et que nous n'avons pas le choix. Nous sommes tous ensemble à devoir lutter, et chacun peut le faire, y compris les plus jeunes ou les jeunes qui n'ont pas l'impression finalement d'être très concernés. Oui, ils sont concernés parce que de leur bonne attitude dépendra souvent finalement le risque pour les personnes les plus vulnérables et âgées. Très franchement, si on devait comparer d'ailleurs entre pays francophones, vous qui êtes suisse, c'est quoi le gros point noir, le point faible? Vous allez rendre vos conclusions définitives au mois de décembre, on n'y est pas encore. Oui, mais dites-nous aujourd'hui, vous dites que Emmanuel Macron a plutôt bien géré, mais c'est quoi le gros point négatif, franchement? Alors écoutez, l'un des points négatifs, c'est probablement la capacité à identifier sur le terrain les clusters et pouvoir contrôler justement les chaînes de transmission à tous les niveaux. Ça, c'est un des points qui doit être amélioré. C'est une des raisons pour laquelle on s'est concentré sur les conseils finalement qu'on a donnés dans ce rapport, qui est un rapport d'étape, qui n'est pas du tout un rapport définitif, mais tout de même, il y a des choses qu'on a pu dire. Et puis, il y a aussi cet aspect de communication qui a été rendu difficile par le fait que finalement, on s'aperçoit que les Français en général ont très peu confiance en leur gouvernement. Il y a 3 choses que l'on reproche au gouvernement. Il y a eu les masques, certains parlent de fiasco. L'application, Jean Castex, Stop Covid, dit que lui-même ne l'a pas téléchargé, ça a fait beaucoup jaser. Et puis les tests aussi. Oui. Alors, il y a une lente montée. Comment vous faites en Suisse? Est-ce qu'il faut tester en priorité certaines personnes? Alors écoutez, en Suisse, on est monté plus vite en puissance avec les tests. En France, pour toute une série de raisons, il n'y a pas du tout un coupable, mais il y a toute une série de raisons. Les tests sont montés lentement en puissance, mais maintenant ils sont là, ils sont largement là, et il faut les utiliser. Maintenant qu'il y ait une stratégie pour être sûr que les gens qui
mérite d'être testé immédiatement, le soin en priorité. Oui, il faut s'arranger à chaque endroit au niveau des files d'attente, au niveau des priorités de laboratoire. Ce sont des choses qui rentrent dans l'ordre assez rapidement. J'ai vu dernièrement une statistique sur les tests dans les laboratoires. En 24 heures, vous avez 85% des tests qui sont disponibles. Après, il y a la chaîne qui résultera de l'information qui est encore à améliorer, les systèmes informatiques et autres. Merci Didier Pittet, merci professeur. Tiens, elle a une petite image quand même, puisque cette pandémie, elle est anxiogène, on le sait, partout dans le monde. Elle livre aussi parfois des histoires insolites. Alors imaginez le Machu Picchu, rien que pour vous, eh bien, c'est la chance de ce touriste japonais qui est bloqué au Pérou. La célèbre citadelle Inca a rouvert ses portes après des mois de fermeture. Et du coup, pour ce seul visiteur, voilà, il ne s'en prive pas. La première personne sur Terre de retour au Machu Picchu depuis le confinement, c'est moi. Il a raison de pavaner sur les réseaux sociaux, ce monsieur. Merci beaucoup, Didier Pittet. Merci Avec à grand vous. plaisir.